Et c'est parti. Mesdames, Messieurs, on a le plaisir de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou pour une conférence exceptionnelle du guide Ariel Assaf. Et tu veux nous parler au nom du baptême, l'Église catholique. Mais non, c'est pas ça. C'est Ça, ça? c'était la semaine, il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, ça. Pourquoi ils m'ont remis ce titre? Non, Bon, non, je sais plus de quoi tu vas parler, mais ça va être intéressant. Ah non, je ouais, vais parler des sabras oubliés. Il y a eu une petite erreur dans la production. voilà, c'est parti. Ok, voilà, je suis prêt. Alors, je vais mettre le diaporama. Euh, euh, ok, bien. Alors, bonjour tout le monde. Et je veux donc parler des sabras oubliés. Comme vous savez, sabra, c'est le surnom donné aux Israéliens nés en Israël. Ce qu'on appelle Yefé Hablorit V'Hata'ar. Ceux qui étaient avec les belles, la blorite, là, les cheveux en bataille à l'époque du Palmach. Mais moi, j'ai commencé, l'idée m'est venue à la suite d'un article dans le magazine Segula, je vous le montrais tout à l'heure, qui s'appelle Yefe Apeot Vashtraimel. Donc, c'est voir est-ce que c'est vraiment le Palmach et les Sabras qui ont tout commencé, ou si ce qui se passe en Israël, ça a commencé un petit peu avant eux. Et ce qu'on essaie de voir, bon, vous avez toutes sortes de soldats qui se sont succédés en Eretz Israël depuis les temps anciens jusqu'à Tzahal qu'on voit à droite, et je commence cet exposé. Bien, alors je commence par rappeler brièvement qu'aujourd'hui, quand on parle de Tzahal, qui est à droite, on parle du fait que Tzahal est né de la Haganah qui était avant, qui est juste à gauche, que la Haganah elle-même est née d'une organisation qui s'appelait Hashomer, et Hashomer est né lui-même d'une organisation qui s'appelait Bar Giora. On va faire un récapitulatif rapide pour comprendre ce qui s'est passé et comment s'est créé l'establishment militaire d'Israël. Alors, apparemment, dans ce qu'on vous raconte dans l'histoire sioniste, tout commence avec une organisation qui s'appelle Bar Giora. Bar Giora, Giora, Shimon Bar Giora, c'était un des commandants de la révolte, la grande révolte contre les Romains, la révolte s'est terminée malheureusement dans la destruction du temple. Et donc en 1907, il y a un petit groupe d'activistes socialistes qui se retrouvent dans une pièce entre eux à Yafo et qui décident de créer une organisation sécuritaire qui va assurer la sécurité des groupes juifs, des villages juifs en Eretz Israël. Ils sont affiliés à un mouvement politique, le Poale Zion, et un des meneurs sera Yitzhak Ben Tzvi, le second président de l'État d'Israël quelques années plus tard. Dans cette assemblée, vous avez les noms de Yitzhak Nadav, Dov Schweiger, Yisrael Nissanov. Il y a un certain nombre de gens qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une organisation secrète. Alors, c'est entièrement secret. Les participants se cooptent. Tout le monde n'est pas intégré automatiquement dans Bar Giora. Et même l'existence de Bar Giora est tenue secrète. Les Turcs ne voient pas d'un bon œil une organisation paramilitaire par des Juifs en Eretz Israël. Le chef qu'ils vont choisir, c'est Israël Shochat, que vous voyez à gauche. Maria Mania Shochat, qui est une personne aussi, un personnage très intéressant. Il faudra à l'occasion faire une conférence sur Mania Shochat. Et le slogan de l'organisation, Bedam Vaesh Yehuda Nafla, Bedam Vaesh Yehuda Takum. Yehuda est tombé dans le sang et le feu, et Yehuda sera reconstruite dans le sang et le feu. Donc c'est par la guerre qu'on va reconstruire l'État d'Israël. Ça rappelle beaucoup un texte du Talmud qui nous dit que Amar Kadosh Baruch Hu, Ani Rafti Abe'esh, j'ai détruit Jérusalem par le feu, comme il est marqué
אני הצעתי את אש בציון, ואני עתיד לבנותה באש. Et moi, je la reconstruirai dans le feu, comme il marquait Vaniela, nous, Machem, Chomat, Esh, Saviv. Donc, c'est des gens qui sont encore proches des sources traditionnelles, qui ont cherché leurs sources dans le Talmud. Et donc, ils ont entre autres le fait de vouloir protéger les villages juifs, de créer des villages juifs et de favoriser le travail juif, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, dans les villages de la première Aliyah, très vite, les Mityashvim, les gens qui sont venus s'installer d'Europe de l'Est et qui ont créé les premiers villages, Petar Tikva, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, etc., ont découvert deux choses. En Eretz Israël, le soleil est chaud et la terre est basse. Et c'est assez crevant de s'échiner à travailler la terre. Et finalement, ils vont faire appel à une main-d'œuvre arabe qui est bon marché. Quand vont arriver après les Olim de la seconde vague, ils vont devoir se mesurer à la manœuvre arabe et ils vont appeler ça kibush avoda, le fait de gagner les postes de travail et que les postes de travail soient aux mains des juifs. Alors ça fait aussi partie des objectifs de Bar Giora en 1907. Mais ce qui nous intéresse là, surtout le côté militaire, je dis, mais c'est militaire et agriculture et travail, etc. Et d'ailleurs, cette phrase qui se sont choisis comme slogan, Bedam Vaesh Yudat Nafla deviendra plus tard, Bedam Vaesh Yudat Takum deviendra plus tard l'hymne du Bétar. On va écouter quelques notes. On a compris et on continue. 2 ans plus tard, l'organisation Bar Giora fait place à une nouvelle organisation qui s'appelle Hashomer. Hashomer qui va exister pendant 11 ans et elle se crée. Les anciens du Bar Giora font bien sûr partie du Hashomer. La différence, c'est que maintenant, le Hashomer sera une organisation qui ne sera plus secrète. Elle est connue, elle travaille au grand jour. Et son but avoué, c'est de prendre la garde. Parce que ce qui se passe, c'est que jusqu'à leur époque, jusqu'en 1909, pour des villageois de Kfar Tavor ou de Zichron Yaakov, il est évident qu'il faut monter la garde et se protéger parce qu'il y a les maraudeurs arabes qui volent, qui pillent, des fois qui tuent aussi. Mais c'est évident qu'un juif ne sait pas porter une arme ou se protéger. Et donc, ils font appel à des gardes ou arabes ou circassiens, les Tcherkessim, qui ont été amenés ici par les Ottomans. Et là, maintenant, le but avoué de Hashomer, c'est que la garde des villages passe à des mains juives, et non plus chez des circassiens, mais chez des juifs. Et vous le voyez, ils sont habillés comme les Tcherkessim, comme les circassiens, avec le bonnet de fourrure circassien, la cartouchière en bandoulière. Ils vont vraiment imiter les Tcherkessim et demander à ce qu'on leur donne la garde. Vous voyez sur la photo, Meir Spector, Shaul Karbel, Mendel Portugali, qui sont des Yecheskel Hankin et Yitzhak Herzog, qui sont des figures très très connues du Hashomer. Ils seront à l'apogée de leur mouvement une centaine de membres du Hashomer. Et il faut comprendre que c'est de nouveau, c'est une organisation où il faut être coopté par le Hashomer. C'est pas comme après la Haganah où vous venez vous prêter serment de fidélité à la Haganah et vous êtes soldat de la Haganah. Il faut être accepté et quelqu'un qui a essayé, qui a postulé au Hashomer mais qui n'a pas été accepté, c'est un jeune immigrant du nom de David Green qui va être tellement outré du fait qu'on ne va pas l'accepter au Hashomer qu'en 1948, quand il sera premier ministre de l'État d'Israël, il va s'autoproclamer ministre de la Défense. Il dit, vous ne vouliez pas de moi comme soldat de Hashomer, maintenant je vais vous montrer, c'est moi qui vais diriger la guerre d'indépendance. Et quand il y avait effectivement encore des gens du Hashomer qui sont dans l'armée, dans la Haganah et dans Tzahal, mais la revanche de David Ben Gurion, non acceptée au Shomer, a été
d'être après le chef de la guerre d'indépendance. Alors de nouveau, j'ai dit, eux, ils s'intéressent à ce que toute la garde passe aux mains des Juifs, et aussi le travail, la suite de ce qu'avait fait Bar Giora, d'arrêter d'employer des employés arabes qui sont bon marché et de donner du travail à ces Juifs qui arrivent d'Europe de l'Est et qui n'ont pas d'argent. Je rappelle que la première vague de l'Aliyah était arrivée, la première Aliyah, ce qu'on appelle, est arrivée avec un petit peu d'argent et avait été aidée par des gens comme Rothschild. Et là, ces jeunes qui arrivent, socialistes, n'ont pas derrière de patron pour les subventionner. Ils ont besoin qu'on les emploie, ils n'ont pas d'argent pour acheter des terrains. Et donc, c'est très important pour eux que l'ouvrier juif soit embauché dans les villages agricoles. Donc, on a déjà deux organisations, le Bar Giora, à partir de 1909, le Hachomer, et de là va se créer en 1920 la Haganah. Là, vous voyez le poste de commandement de la Haganah, qui était de la maison de Eliaou Golomb, qui était le chef de la Haganah. J'ai fait une conférence sur les quatre beaux-frères, Eliaou Golomb et ses trois beaux-frères, qui étaient en fait les chefs du commandement de la Haganah. Donc maintenant, c'est une organisation ouverte à tout le monde. Il suffit de venir, de prêter serment de fidélité à la Haganah. Mais c'est une organisation pas secrète, les Anglais vont la connaître et la tolérer. Il y aura un petit peu des relations des fois plus tendues ou moins tendues. Mais ce qui est important de comprendre dans la Haganah, c'est que la Haganah, son nom le dit bien, elle parle de défense. On va protéger les villages juifs. Donc on va faire des barrières, on va faire des clôtures et on va se protéger, on va défendre les villages juifs. Ça va pas tellement bien marcher dans les grandes émeutes de 1936, où va venir Ord Wingate, là aussi on en avait parlé, qui avait créé les Plugot Laila à Miuchadot, les Special Night Squadron, qui, qui va apprendre à porter l'offensive chez l'ennemi. Et à la suite d'ailleurs de cette optique de défense, mais pas d'attaque, une partie des membres de la Haganah vont quitter la Haganah et créer la Haganah Bet, la Haganah 2, qui plus tard va changer son nom en Irgun Tzvei Leumi, le Etzel, ou l'Irgun, qui est en fait une organisation parallèle à la Haganah, mais plus militante. Et si la Haganah dépend du mouvement socialiste, l'Irgun dépendra du mouvement révisionniste de Jabotinsky. De là, on va voir après, on a déjà, donc j'ai dit, on a déjà la Haganah, on a eu la Haganah, vous voyez à droite son sigle, en haut à droite, je le montre avec la souris. On a à gauche l'Irgun, j'ai dit que c'est créé pour donner un bras plus musclé. Quand la Seconde Guerre mondiale se déclare, la Haganah et l'Irgun décident d'aider les Anglais dans leur guerre contre Hitler. Et alors, de nouveau, il y a des gens qui se scindent parce qu'ils pensent que même pendant la Shoah, tant que l'Angleterre ferme les portes d'Israël aux Juifs qui veulent fuir l'Europe, l'Anglais est un ennemi contre lequel il faut se battre. Et ils créent le Lehi, Lochamer Herut Israël. Les Anglais, eux, créent une section d'assaut, des sections d'assaut dans le cas de la Haganah, qui m'ont appelé le Palmar. Donc, on a ces quatre groupes de combat. La Haganah, qui comprend le Palmar, le Irgun et le Lehi. Et en 1948, tout ça va donner Tzva Haganah à Israël. Et ce qui va être maintenant nouveau dans le fait qu'on a une armée Tzva Haganah à Israël, c'est que, c'est bien sûr officiel, ça dépend de l'État, c'est la seule armée qu'il y a dans le pays d'Israël, pas comme certains pays qui ont deux, trois, quatre armées. Regardez ce qui se passe en Iran, il y a l'armée iranienne et les gardiens de la révolution, ce sont deux armées parallèles. En Israël, il y a une armée Tzahal, dans laquelle tout le monde doit servir, la conscription est obligatoire. Jusqu'à Tzahal, c'était un volontariat, il fallait se porter volontaire pour aller dans le Bar Giora, dans le Hashomer, dans la Haganah, dans l'Irgun ou dans le Lehi. Quand Ben Gurion fonde tous ces mouvements dans Tzahal, il crée la conscription obligatoire et tout le monde est obligé de servir dans l'armée israélienne. Je n'ai pas parlé de trois forces un petit peu en dehors de ce. Ça, c'était la ligne directe qui amène du Bar Giora à Tzahal. En marge de ça, il y a trois forces militaires juives qui auront leur influence dans Tzahal, mais qui sont
qui se sont joints, qui ne sont pas dans la ligne directe, dans la filiation directe que j'ai montré jusqu'à maintenant. D'abord les Gdoudim Ivrim, donc les bataillons juifs de l'armée anglaise à la Première Guerre mondiale. Là, vous voyez Jabotinsky sur son cheval comme officier anglais en 1917, avec leur sigle à gauche. Euh, la Seconde Guerre mondiale verra la brigade juive, Chayil, Khativa Yehudit Lochemet, la brigade juive de combat. À droite, vous voyez un soldat de la Khativa qui prépare un obus Shai le Hitler, cadeau pour Hitler avec un Magen David, avant de le mettre dans le canon et de tirer sur les forces allemandes. Et la troisième force qui va aussi s'intégrer, les deux là maintenant, les forces juives, les bataillons juifs de l'armée anglaise, Première Guerre mondiale, le Chai, la Khativa Yehudit Lochemet, la brigade juive de la Seconde Guerre mondiale, et Mitnadver Chutz Laaretz, Machal, les volontaires de l'étranger qui sont venus aider Israël dans sa guerre d'indépendance. À droite, vous voyez Teddy Etan, Tadé Difre, même, t'es même pas juif, c'est un catholique français qui est venu aider Israël dans la guerre d'indépendance. C'est lui qui est là, commandant le bataillon francophone du Palmar dans les combats du Negev. Alors là, on a fait un petit peu le tour de toutes les forces militaires d'Israël depuis 1907 jusqu'à 1948. On sait très bien que le sionisme commence à Bâle avec Herzl en 1897. On sait très bien que les premiers villages sionistes, la première alia, qui est un petit peu avant le mouvement sioniste, n'est-ce pas, 1882, bon, on va pas titiller sur ces détails que la première alia était avant le mouvement sioniste. Bon, je rigole, vous avez compris, ceux qui suivent mes conférences déjà depuis longtemps savent que ça n'a pas commencé là, ça commence déjà bien avant, bien en amont. Et ce que je voudrais montrer aujourd'hui dans cette conférence, c'est que les sabreuses du Palmar, le Tsabar, Eretz Israéli avec sa chutzpah et son toupet, ça commençait bien avant, ça commençait en fait au 19e siècle. Pardon, j'ai pas tout à fait fini encore là. Donc là, c'est la prise de Eilat qui est la fin de la guerre d'indépendance. L'armée plante le drapeau de l'armée sur Aoum Rashrash, Eilat, pour annoncer la prise d'Eilat. Et ce qui est intéressant, c'est le télégramme que les deux brigades qui ont pris Eilat, la brigade du Palmar Negev et la brigade de Golani, envoient au commandement de Tzahal le Yom HaHagana Yud Aleph Be'adar Magishot Chativot HaNegev Palmar Chativat Golani et Mifratz Eilat Limnat Israël. Le jour de la création de la Hagana, le 11 Adar, les brigades Palmar Negev et Golani offrent le golfe d'Eilat en cadeau à l'État d'Israël. Donc c'est intéressant, c'est que cette dernière acte militaire de la guerre d'indépendance a lieu le jour où a été créée la Haganah, qui est l'ancêtre de Tzahal, et ils le sentent très bien, et ils le disent dans ce télégramme, qui a cette symbolique que la dernière bataille et le port de Eilat ont été offerts à l'État d'Israël le jour de la création de la Haganah, qui est donc l'ancêtre de Tzahal. Alors là, c'est pour récapituler ce qu'on vient de dire, mais maintenant on va en arrière. Donc on est arrivé à Tzahal. Avant Tzahal, on a la Haganah. Avant la Haganah, on a le Shomer. Et avant le Shomer, on a la Bar Giora. Et qu'est-ce qu'on a avant? Bah oui, voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a avant? Alors, je vais d'abord un tout petit peu en avant et après on ira beaucoup plus en avant. Juste avant le Bar Giora, on a un monsieur qui s'appelle Michel Alperni. Michael Alperin, dont le grand-père, c'était le Malbim, un des très grands commentateurs du Tanakh, et dont le père avait un arbre généalogique qui remonte à David Amelech. Michael Alperin arrive en Eretz Israël avec un beau pécule et une double éducation. Il a d'abord grandi à la yeshiva chez son père, et après que son père soit décédé quand il avait 14 ans, sa mère l'emmène à Smolensk où il ira au gymnasium, donc il aura aussi l'éducation générale. Comme beaucoup de juifs de son époque, il sera un jeune révolutionnaire socialiste dans un parti qui s'appelle Narodnia Volia, la voix du peuple, la volonté du peuple. Il participe, le parti a des gros problèmes après l'assassinat du tsar Nicolas II. Il y aura les pogroms, la vague de pogroms en Russie sous Fod Banegev. Et là, notre jeune Michael Alperin devient activiste militaire. Et alors que les dirigeants juifs de Russie prônent le calme et le respect des autorités, ils ont très très peur de la Okhrana, de la police secrète du tsar,
Et donc, ils se tiennent un peu à carreau. Le jeune Michael Alperin arrive à Vilna. À Vilna, où là-bas, il entend le grand rabbin de la ville qui fait un discours et qui annonce que il faut surtout pas prendre les armes ou se battre, etc. Il faut laisser les autorités ramener le calme, quand on se rappelle très bien que l'armée russe est restée l'arme au pied quand elle n'a pas carrément encouragé les attaquants. Et il interrompt le grand rabbin de Vilna, quel culot, et il va dire Lo akedat Yitzhak Dushan. Il faut arrêter le sacrifice. On n'est pas là pour être sacrifié. Et la Mered Makabim au Bar Korba. Il faut se rebeller comme l'ont fait les Maccabim à Hanouka et Bar Korba contre les Romains. Habouz le Dimotechem, honte à vos pleurs et à vos jérémiades. Lob Eleni Vacha, c'est pas ça qui nous amènera le salut. Il faut prendre les armes et se battre. Donc il est déjà pour l'autodéfense qui se crée à cette époque-là en Russie, où des groupes de jeunes activistes juifs commencent à créer des groupes de défense juifs pour protéger la communauté des pogroms de l'époque. Il arrive en Eretz Israël. Grâce à son argent, il va donner 5000 roubles pour acheter des terrains pour, pour le village de Nest Tsiona. Et ce qu'il a envie, lui, son idée, c'est de créer des soldats, une armée juive qui seront des soldats qui, qui sauront défendre les juifs, mais qui seront bergers. Et donc, ils vivront du fait qu'ils sont bergers. Et le fait qu'ils sont bergers leur permet de se promener dans tout le pays et d'assurer la sécurité. Ça rappelle énormément ce qui se passe aujourd'hui dans les Chavot en Yuda et Shomron. Laissez tomber toutes les, comment on appelle ça, tout ce qui est dit malheureusement sur ces jeunes dans les collines du Hav-Shomron. Beaucoup travaillent avec l'armée et assurent une sécurité accrue par le fait qu'ils gardent des troupeaux en Judée-Samarie et qu'ils empêchent les actes de terrorisme et les terroristes d'arriver vers les villages et vers les villes juives. Et Michael Alperin va développer des liens d'amitié avec des Arabes locaux. Et il rencontrera un cheikh bédouin qui vient de l'est du Jourdain. Il le rencontre à Charagaï sur la route de Jérusalem et il va lui dire, à l'endroit où vos chevaux galopent aujourd'hui, ici ont galopé nos ancêtres, et qui sait, peut-être que vous êtes les descendants des 10 tribus perdues d'Israël. Le cheikh sera très impressionné par ce jeune garçon et lui offrira son premier cheval qui l'accompagnera longtemps dans ses patrouilles de sécurité. À gauche, vous avez une photo qui est prise à Nestiona. Je rappelle que Nestiona, il a aidé avec son argent à acheter des terrains de Wadi Hanin où sera construit le village de Nestiona. Là-bas, il crée un groupe de défense qu'il appelle Machane Yehuda. Et le jour anniversaire de la Moshava, en 1891, il arrive sur son cheval avec un drapeau qui ressemble étrangement au drapeau que l'État d'Israël choisira pour être. C'est d'abord ce sera le drapeau du mouvement sioniste au congrès de Bâle en 1897 et finalement il sera adopté par l'État d'Israël en 1949. Il arrive en chantant une chanson qui à l'époque commence à être connue. Vous la connaissez aussi. Mais bon. שאו ציון הנס ודגל,
Bien, donc Seoud Siona, maintenant vous avez compris la chanson. Vous la connaissez, vous n'avez pas compris les mots. Seoud Siona Nes Vadegel, faites flotter à Nes Siona, à Tzion, le drapeau. Degel Machane Yehuda, le drapeau de Machane Yehuda. Oui, le drapeau du peuple juif, non. Machane Yehuda, c'est son groupe de combat qu'il a formé à Nes Tziona. Donc, ils ont un drapeau, ils ont un hymne et ils ont des combattants. Euh, juste pour terminer ce petit épisode sur Michael Alperin, vous voyez à gauche un livre qui a été écrit pour les enfants, mais vous pouvez le lire aussi, il est très sympathique. Hagibor Mikluv Ha'arayot, Sipuro shel Yechiel Michael Alperin, le héros de la cage au lion. En 1911 arrive un cirque ambulant à Yafo, et pour attirer le public, le directeur du cirque annonce qu'il payera une grosse somme à celui qui aura le courage de rentrer dans la fosse aux lions. Il y a une dizaine de volontaires qui rentrent dans la fosse aux lions, mais dès que les lions commencent à rugir ou à bouger de leur place, ils s'enfuient rapidement de la cage. Il y en a un qui reste dans la cage, Yechiel Michal Alperin, et qui commence à chanter la Tikva. Et c'est devenu après une sommité, l'homme qui n'avait pas peur des lions. Un deuxième personnage qui est très important aussi dans la création d'une garde des villages, quelqu'un qui s'appelle Avraham Shapira, et qui lui va vivre l'essentiel de sa vie à Petah Tikva, et qui va aussi, vous voyez à gauche habillé comme un arabe, et rencontre avec un ami arabe, il va développer des liens avec les arabes locaux et va assurer la garde de Petah Tikva et des villages autour pendant une trentaine d'années. Il va même assurer la protection de Rothschild quand Rothschild arrivera en Eretz, c'est-à-dire de la famille. Et maintenant, j'arrive à l'histoire, les Sabras oubliés. Cela, jusqu'à présent, on était encore juste avant le sionisme. Vous avez vu que Michael Alperin a sa statue à Nestiona, on connaît encore l'histoire. Mais là, j'arrive maintenant en 1810. Et là, c'est une histoire qui est entièrement oubliée. En fait, je pensais depuis longtemps en parler parce il y a un journal Segula, ceux qui connaissent, un magazine historique, et vous voyez, quand il a commencé en 2010, son troisième numéro, il y avait déjà un article, regardez la couverture du magazine Segula, vous voyez deux chassidim, peyote au vent, le fusil à la main ou la matraque sur l'épaule. Il y en a un autre là qui est assis avec son fusil, Wanted, ça rappelle beaucoup Lucky Luke, avec la Chevra Kadisha qui attend, qui ramène les méchants. Et si vous regardez au-dessus, il y a marqué Sharet Tzedek. Quel rapport avec l'hôpital? On va y arriver tout de suite. Cette organisation s'appelle la Gvardia, la garde. Et elle est créée par des juifs de Jérusalem, des élèves du Gaon de Vilna. Donc il y a eu dans la Aliyah Ashkenaz deux grands mouvements de Aliyah au 19e siècle, fin 18e, début 19e. D'abord les Chassidim et 30 ans après les élèves du Gaon de Vilna. Et donc ils vont créer, à partir de 1910, une organisation pour monter la garde et protéger les Juifs en Eretz Israël. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est une des premières organisations qui sera pas multiculturelle, enfin, il y aura des Chassidim et des Litaïm et des Sfaradim. Tout le monde est accepté dans cette organisation. Et des gens qui sont nés en Eretz Israël, qui sont déjà deuxième, troisième génération, et des gens qui viennent d'arriver. C'est ouvert à tout le monde. Et on a des témoignages qu'ils ont grandement aidé les Juifs de Jérusalem pendant les pogroms de 1834. Pour ceux qui ne se rappellent pas, en 1830, de 1830 à 1840, il y a eu 10 ans d'interlude dans le pouvoir turc. Vous vous rappelez que depuis 1515, 1514, on est sous la férule des Ottomans. On est en pays ottoman, mais au 19e siècle, il y a 10 années d'interlude où ça va être le pacha d'Égypte, Mehmet Ali et son fils Ibrahim Pecha, qui vont chasser les Turcs d'Eretz Israël, et pendant 10 ans, c'est eux qui seront les maîtres ici. Comme ils vont imposer la conscription obligatoire en Israël, ça ne plaît pas aux Arabes locaux, ils vont aussi imposer des impôts que les locaux ne veulent pas payer, et donc ils vont se rebeller contre Ibrahim Fecha, et de la façon classique, comment les Arabes se rebellent, en tuant des Juifs qui suspectent de collaborer avec le pouvoir. Ben, les Juifs étaient pour le pouvoir, puisque le pouvoir les protégeait un petit peu des exactions des Arabes.
Donc effectivement, les Juifs soutenaient le pouvoir égyptien. Et donc il y a une vague d'émeutes en 1834 dans lequel il y aura des massacres terribles à Tzfat. À Jérusalem, beaucoup moins, parce que la Gvardia va monter la garde et protéger la population juive des émeutiers. Vous avez vu, dans la maison dessus, il y a marqué Sharet Tzedek. Sharet Tzedek parce que c'est le nom qu'ils se sont donné au début, la Gvardia, ce que les gens de Jérusalem appelleront la Gvardia. Le nom officiel, c'est Sharet Tzedek. Pourquoi Sharet Tzedek? Ce sont un acrostiche. Shin, Shmira, oui, Shin, Ain, le Ain Avoda, Resh, Refoua, Yeshua, Sochet Tzibur, Divrei Kodesh. Donc, c'est tout un programme. Ils veulent Shmira, monter la garde, Avoda, le travail juif. Ça nous rappelle beaucoup de choses, peut-être du Bar Giora et du Hashomer, monter la garde et le travail. Mais ils veulent aussi soigner, créer des hôpitaux qui n'existent pas à Jérusalem pour soigner les gens. Sochet Tzibur, s'occuper de tous les besoins de la communauté. D'Ivray Kodesh. Donc, c'est vraiment un programme s'occupe un peu de tout. Les Rivlin, qui font partie de cette alia des élèves du Gaon de Vilna, écrivent un peu l'histoire de Yishuv Vayashan, donc de ces Juifs de Jérusalem. Et ils disent qu'une des premières choses qu'ils ont fait, par exemple, c'était de planter des oliviers et des amandiers à côté du Marat Shimon HaTzadik, un quartier qui s'appelle aujourd'hui Shimon HaTzadik. Certains, je ne sais pas pourquoi, l'appellent Cher Jarar, mais c'était un quartier juif Shimon HaTzadik, les juifs étaient là avant. Drainer l'eau des mikvaot et encore, et protéger les juifs des attaques des bandits arabes. Euh, dans le livre des Takanot de Meacharim, donc quand on crée des quartiers à l'époque, il y a un Sefer Takanot, chaque quartier a ses règles, combien chacun doit payer, combien chacun doit donner d'impôts à la communauté, etc. Et donc dans le livre de Meacharim, il marque la chose suivante. Ad ha'et ha'i, lo yirhiv yehudi et nafsho latzet et choma velachutz. Jusqu'à maintenant, donc 1834, il y a une erreur, pas 1934, 1834, personne n'ose sortir dans la rue euh, parce que c'est un danger terrible et que en dehors de la ville, c'était le désert et c'était dangereux. Euh, et on voyait des bandits qui venaient de temps en temps. Et même les rochers désolés faisaient peur à tout le monde. Et maintenant, ça change parce que il va y avoir ces gens qui vont monter la garde. Un des noms connus, c'est Rabbi Gdalia Becker, qui avait pour habitude d'attraper les voleurs. Et il les enfermait au mikvé, il prenait son fouet, il le trempait bien dans l'eau pour qu'il fasse mal. Et après quelques coups de fouet bien ajustés, il ôtait aux voleurs l'envie de recommencer à voler des juifs. Jusqu'à l'arrivée de la Guardia, les juifs, c'est une population qui est facilement attaquée, massacrée, violée, pillée, parce qu'ils ne se défendent pas. À partir de la Guardia, non, les juifs commencent à se défendre. Avraham Binyamin Rivlin, c'est un autre membre de la tribu, les Rivlin. On a eu même un président Rivlin. Mais c'est toute une tribu des Rivlin, et lui aussi écrit dans son histoire, il écrit, j'ai choisi deux anecdotes, une qui se passe en 1820, où il y a un groupe de Juifs qui arrivent du port de Yafo en pèlerinage à Jérusalem, ils sont kidnappés par des Arabes qui demandent une rançon, les Arabes arrivent à Jérusalem pour discuter avec les rabbins de Jérusalem les conditions de la rançon. La rencontre a lieu en présence de membres de la Gvardia. Donc c'est Rav Hillel Rivlin qui réunit la réunion et décide que deux membres de la Gvardia vont prendre la rançon, vont accompagner les émissaires arabes et vérifier la bonne santé des otages. Et s'ils sont en bonne santé, alors ils donneront la rançon aux ravisseurs. Donc les ravisseurs retournent sans rien craindre. C'est des juifs. Hein. On n'a pas peur de juifs. Un juif, ça se bat pas. Un juif, on le massacre, il fait rien. Il va prier, il va dire Télim. Et quand ils arrivent à Yafo et qu'ils se rendent compte que les otages sont en bonne santé, nos deux juifs de la Gvardia tombent à bras raccourcis sur les Arabes qui sont tellement
étonné de voir des Juifs se battre, qui se débandent, et ces deux émissaires de la Guardia ramènent la caravane de Juifs à Jérusalem. Donc ça, c'est une opération de la Guardia. Une autre racontée aussi par Abraham Binyamin Rivlin, que j'ai oublié de le dire, la Guardia commence aussi à faire du renseignement. Ils payent des indices arabes pour avoir des idées de ce qui est en train de se mijoter, et ils reçoivent un renseignement que les Arabes se préparent à attaquer le quartier juif de la ville, et ils vont préparer la protection du quartier, et ils vont tomber sur les émeutiers qui se préparaient et les faire se débander. Ça n'a pas toujours été sans heurts dans cette histoire-là. Ils ont perdu un des membres de la Guardia, Rabbi Yosef Shik, de Ladi, et un autre des membres de la Guardia, Rav Nathan Netta, a perdu un œil dans cette bataille. Donc c'est la bataille, c'est du sérieux, on raconte pas des blagues, c'est des bagarres contre les armes, mais c'est un grand choc pour les Arabes de voir des Juifs qui se battent, et donc avec un nombre très restreint, un armement très réduit, ils arrivent à faire pas mal de dégâts parmi les Arabes et protéger la population juive. Et voilà, l'histoire de Joseph raconte que Nathan Netas fonçait sur les Arabes en criant Ono Hashem Oshieno. Ça le rappelle de nouveau Tzahal, qui aujourd'hui part au combat en sonnant du chauffard et avec cette prière de Ana Hashem Oshieno. Pour se défendre, pour la Gvarda, il faut des armes. Et là, celui qui vient à l'aide, c'est un juif qui s'appelle Rabbi Shmaria Luria, qui était fournisseur des armées du tsar. Dans toutes sortes de choses, on a besoin des armes ou de la nourriture ou des uniformes. Et il vient en Eretz Israël et il va vite perdre son argent. Il va retourner à Varsovie, refaire du commerce et regagner de l'argent. Et il n'habite plus en Eretz Israël, mais il n'oublie pas ses frères d'Eretz Israël. Il envoie de l'argent et, ce qui est plus important, des armes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait ça avec son beau-frère qui s'appelle Rabbi Shmerel Zuckerman. Alors, un s'appelle Rabbi Shmaria, l'autre s'appelle Rabbi Shmerel, donc c'est le même nom, Shmaria aussi. Et c'est pour ça que les premiers pistolets, ceux que vous voyez à gauche, les premiers pistolets de Jérusalem, s'appellent à Jérusalem des Shmerler. Des Shmerler de Shmaria et Shmerel qui fournissent ces pistolets à la Gvardia de Jérusalem. Et grâce à eux, ils arrivent à faire fuir les assaillants, grâce à ces pistolets, les Shmerler, envoyés par Shmaria Luria. Dans le Pinkas Akila, donc les carnets des Gabaïm de la Keila de Jérusalem, on trouve les noms des membres de la Gvardia parce que certains sont rémunérés, parce qu'il y en a qui sont. C'est leur boulot, donc certains sont payés, d'autres sont appelés selon les besoins. On a déjà un embryon d'armée de métier et de Milouimnikim. Et on a les noms. Alors voilà les noms Rabbi Mordechai ben Noach Shulman, très, très brave, Chacham Nissim, donc Safarad. Chez Agaver Alim aussi, quelqu'un de très, très violent. Rabbi Dov Ber Mouni, Berel Mounes. Il y avait des spécialistes de donner l'alerte. Mais Kitse Hashomrim, ceux qui réveillent les gardes, donc ceux qui donnent l'alerte. Rabbi Hillel Rivlin, qui avait un Balapamon, il avait une cloche d'alerte pour appeler les autres. Rabbi Shimon Shamash Monzon et Ben Israël, eux, c'était les sonneurs de cloche ou de chauffard pour alerter les combattants de la Gvardia. Et eux avaient aussi des pistolets, donc ils pouvaient, après avoir alerté, aller aussi faire le coup de feu. Euh, et donc, il s'avérerait qu'apparemment, la Gvardia, qui commence à fonctionner en 1810 et qui va se désintégrer en 1879, c'est pas clair pourquoi la Gvardia cesse d'exister en 1879. C'est quand même 69 années d'existence, c'est pas mal. Et c'est en fait l'ancêtre donc de ce qu'on a dit. On a parlé de Tzahal, qui suit la Haganah, qui suit la Shomer, qui suit le Bar Giora, qui suivait Michael Alperin et Avraham Shapira et Machane Yehuda. Mais en fait, on a encore plusieurs dizaines d'années avant la Gvardia de Jérusalem. Euh, un des historiens qui raconte l'histoire de l'époque, c'est le docteur Ariel Morgenstern, qui dit qu'il y a un gros problème. On manque beaucoup de documentation sur cette Gvardia. Et lui, ce qu'il suppose, c'est que beaucoup de documentation se trouve dans les archives en Égypte. Je rappelle que la grande époque de la Gvardia, c'était l'époque
Mehmet Ali et Ibrahim Fecha, et les Égyptiens ne donnent pas accès aux chercheurs israéliens dans ces archives, donc on peut pas, on a du mal à trouver, il n'y a pas encore d'études sérieuses qui a vraiment fait un livre dédié à la Gvardia. Il y a des articles, mais pas d'études complètes sur la Gvardia. Un autre problème qu'il y a, c'est que le Bitoire Lomi et le ministère de la Défense reconnaissent comme victimes du terrorisme ou victimes des soldats, des combattants tombés pour Israël, pas 1948, le début de la guerre d'indépendance, mais le début de l'État d'Israël, la guerre d'indépendance a commencé un peu avant, mais la date qui a été fixée pour reconnaître des gens comme faisant partie des victimes de l'établissement de l'État d'Israël, la date qui est fixée, c'est 1860. En 1860, effectivement, on a euh, le, on a deux personnages en fait. Il y en a un, le Rav Shlomo Zalman Soref, qui est l'ancêtre de la tribu des Yoel Moshe Salomon. C'est le grand-père qui est venu. Et lui a été tué par des Arabes parce que il voulait reconstruire la Chouva, le Bet Knesset des Ashkénazes. Donc lui, on voit en lui le premier tombé dans un attentat. Vous voyez sa tombe, Rachaz, Rabbi Abraham Shlomo Zalman Soref, Asher Itzil Nachalat Ashkenazim Yad Ishmaelim, qui a racheté la Nachalat des Ashkenaz de la main des Arabes. Vishtadel de Benia, ce que j'ai expliqué qu'il a essayé de reconstruire la Chorva, enfin Menachem Tzion qui est juste à côté. Et, euh, et en bas, vous voyez, c'est marqué Nirtzar Bide Bene Avla, tué par des Bene Avla, des Vauriens. Biglal Pilutov, le man Bina la Chorba, parce qu'il voulait reconstruire la Chorba en 1851. En 1873, il y aura le premier victime militaire, et ça, c'est un membre de la Gvardia, Aaron Herschler, qui lui essaye de protéger la communauté dans le cadre de la Gvardia, et qui sera tué. Et lui est reconnu comme le premier Halal Malchot Israël, comme premier soldat tombé au combat. Donc, ce qui s'est passé avant, je dis que la Gvardia commence en 1810. J'ai parlé de. Oui, je m'excuse, j'ai oublié le nom. Pardon. Le nom de. Comment s'appelait celui qui est tombé? Yosef Schick, qui est tombé en 1820. Donc, ils ne font pas partie des victimes de Tzal ou des victimes militaires de l'État d'Israël, mais il y en a eu avant aussi. Aaron Herschler, lui, est le premier officiel pour l'armée. L'image que vous voyez maintenant, à gauche, vous voyez un livre de Yosef Yoel Rivlin, donc je dis l'historien de l'histoire du Yishuv Yashan, de ces juifs venus d'Europe de l'Est en Israël. Toldot, Ashkunam et Asharim, l'histoire de Asharim, où il raconte un peu l'histoire de la Gvardia. Et à droite, vous voyez ces deux soldats de la Gvardia avec l'habit Yerushalmite ou avec l'habit chassidique classique, avec le fusil et la baïonnette. Ou à gauche, vous voyez encore un autre qui frappe un arabe. Mais si vous regardez, vous verrez que c'est une image, une caricature que j'ai pris du journal Haaretz. Alors, le journal Haaretz n'est pas connu comme étant un parangon de vérité, mais on sait qu'il est fortement de gauche et anti-religieux et anti beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est un article de 1996 dans lequel il essaie de dire que tout ça, c'est du blabla, c'est pas vrai, on n'a pas d'études sérieuses. Donc, il y a une controverse sur la Guardia parce qu'on manque en fait de documents et personne pour l'instant n'a encore fait une étude sérieuse. Donc, on a beaucoup de témoignages. Et de nouveau, ceux qui disent oui, c'est des témoignages les plus authentiques et les plus fiables qu'il y a, et ceux qui disent non, c'est du n'importe quoi, et la Guardia n'a pas existé. Donc, je vous laisse choisir votre camp par rapport à la Guardia de Jérusalem. Et maintenant, je vous emmène un peu plus au nord, dans la ville de Tzfat. Et si j'avais commencé cette histoire à cause du journal, du magazine Segula, qui avait consacré en 2010 un article à la Gvardia, en fait, je me suis réveillé il y a un peu moins longtemps, parce que, de nouveau, le même magazine Segula, mais maintenant on est en 2024, c'est déjà son 337e numéro, donc c'est 334 numéros après la Gvardia,
il nous publie un article sur Hayishuv Vayashan Mitzfat, les Juifs de l'Aliyah des anciens de Tzfat, et il appelle cet article Yefe HaPeot Vashtraimel, Tsabarim de Tzfat. Donc c'était une parodie du titre du thème Yefe Ablorit Vatar du Palmar, Yefe HaPeot Vashtraimel, ce qui était les beaux gars avec les péotes et le Stremel et les tsabarim à Tzfat. Et on va donc maintenant parler, pas de Jérusalem, mais de ce qui se passe en parallèle avec la Gvardia à Jérusalem, à Tzfat. Et là, c'est beaucoup plus documenté et strictement exact. Il n'y a rien à redire. Alors, je rappelle que Tsabar, c'est ce nom qu'on a donné aux Israéliens dans le pays, qui sont piquants à l'extérieur comme le fruit du figuier de Barbarie. À l'intérieur, ils sont doux, mais dehors, ils sont piquants. Et voilà, alors on a le sabre à droite, le tsabar à droite, et à gauche on a des juifs du Yishuv Hayashan avec les habits chassidiques et aussi séfarades d'il y a un siècle. Et regardez ce que dit un journaliste en 1931, Orik Kessari, dans le journal Dohar Hayom. Il écrit un article, il dit Al tosifu levatel et ze shonolad birushalayim. Arrêtez de dénigrer ce juif né à Jérusalem, à Petar Tikva ou à Tzfat, en disant c'est rien. Ça, c'est un sabre, parce qu'on va voir qu'ils sont autant sabreux que le sabreux à droite venu de Russie en 1910. Je commence par quelque chose dont on a déjà parlé quand on avait fait la conférence sur Nissan Bach, le fait que ces gens de Tzfat ont fait de l'agriculture sur le mont Méron. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, il reste encore quelques amandiers et des restes des maisons. Mais après le tremblement de terre qui a détruit Tzfat en 1837, Nissim Bach s'installe sur le Djermak et fait un village agricole. Et il écrit Baniti bo batim la shevet, j'ai construit des maisons, asiti liginot zarati sadot, j'ai fait des potagers et des champs. Ve'od bashana hahi achalti la sova miséraretz, encore la même année, j'ai profité des produits de la terre. Bashana shnia yali bakar, vetson, shisha kvasim, shisha izim, susim, chamorim. La deuxième année, j'avais du bétail, 6 brebis, et 6 chèvres, et des chevaux et des ânes. ובעזרת השם גם שמרתי את השבת בכל פרטיה ודקדוקיה, גם כל מצוות התלויות בארץ, קיימתי באופן מלא, j'ai observé le Shabbat et toutes les mitzvot relatives à la terre d'Israël et à l'agriculture, et j'ai fait de la tzedaka, etc. Et quand son fils va naître et qu'il va faire la Brit Mila, au jour où il fait la Brit Mila, arrive un invité de marque, mais qui n'était pas attendu, c'est Moshe et Yudit Montefiore. Moshe Montefiore et Yudit sont en visite à Tzfat. On leur dit, il y a des juifs sur le Germac qui font de l'agriculture. Ah bon, on veut voir ça, c'est quoi des juifs qui font de l'agriculture? Ils arrivent chez Nissan Bach, le jour où il fait la Brit Mila de son fils, et Montefiore sera le Sandak du fils de Nissan Bach. Et Montefiore va être très très impressionné parce qu'il a vu des juifs agriculteurs. Et il va dire, dès qu'il rentre à Londres, je m'occupe de parler avec le sultan, de racheter des terrains et de promouvoir l'agriculture juive en Eretz Israël. Ça donnera du travail à nos frères juifs sur la terre de nos ancêtres. Si on regarde le census que fait Montefiore à l'époque, en 1839, il recense 201 pères de famille à Tzfat, sur lesquels 69 travaillent. C'est-à-dire qu'il y a 34% de la population qui travaille, pas qui vivent. On pense toujours que ces juifs de Yishuv Hayashan vivent de la Chalouka, ils vivent de la charité des communautés de Chutz La'aretz. Alors, dans le census de 1839, on voit que 34% travaillent. Dans le census de 1875, on voit qu'il y a 479 qui ont un travail, qui ont un métier. Sur 1077, c'est déjà 45%. Mais je ne sais plus qui a fait l'article, qui a fait ce travail, dit qu'en fait, là, on nous manque des statistiques. Parce qu'il faut comprendre une chose quand on regarde les détails, c'est que sur ce census de 1077 chefs de famille à Tzfat, 554 ont plus de 60 ans. 60 ans à l'époque, c'est des arrière-grands-pères. C'est un âge déjà, on ne peut plus travailler, on est déjà complètement usé par l'âge. Et donc, en fait, si on enlève les 554 ancêtres des 1077, ça veut dire que 90% de la population de Tzfat travaille. Donc on est très loin de l'idée du juif de Tzfat qui vit de la Chalouka. C'est peut-être vrai à Jérusalem, c'est pas vrai à Tzfat où les gens travaillent. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la Chalouka.
parce que même en travaillant, ils gagnent très peu. Ils sont vendeurs ils vont vendre aux Bédouins, etc. Des des petites choses. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de grand commerce. C'est pas le commerce international auquel ils étaient habitués en Europe. Et donc, ils ont besoin aussi de la Hanouka. Mais c'est des gens qui travaillent. Il faut le garder en tête. Alors, on a parlé du fait qu'ils travaillent. Ils font l'agriculture. On a parlé du Djermak. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce qu'on a complètement oublié qu'ils ont créé des villages, pas seulement le Djermak qui n'a pas duré. Alors là, à droite, vous avez un timbre émis par la direction des postes israéliennes pour les 80 ans de Rosh Pina. Rosh Pina Bat Shmonim. Et oui, Rosh Pina, 80 ans. On a juste voulu dire une chose. C'est que Rosh Pina succède à un village qui n'a pas tellement bien marché, qui s'appelait Gaïoni. Et si Rosh Pina a été créé en 1882, donc 80 ans avant 1962, Géoni a été créé en 1878 par des gens de Tzfat, qui de leur propre argent, pas par le baron de Rothschild ou par des donations, avec leur argent, ont acheté des terrains aux villageois de Jaouni, village arabe, et ont créé un village qu'ils ont appelé Géoni. Malheureusement, ce qu'on oublie, c'est que 1882, c'est l'année de la Shemitah. Et ça a été mortel pour eux parce que ne pas travailler pendant une année, ils ne savaient pas comment s'organiser et ils ont périclité, ils ont dû abandonner le village qui a été réacheté par des juifs qui venaient de Roumanie et qui ont créé Rosh Pina. Mais n'oublions pas que Rosh Pina, avant d'être Rosh Pina, a été Géoni, créé par des juifs de Tzfat, du Yishuv Hayashan. Yesuda Ma'ala. Yesuda Ma'ala dans le vallée du Choula. À gauche, au centre, vous avez l'emblème de Yesuda Ma'ala. À gauche, vous avez l'article Yesuda Ma'ala dans Wikipédia. Et il nous dit bravement Yesuda Ma'ala, Meshava, Moetza, c'est un village agricole hein, qui a été créé en 1883, etc., etc. Ouais, justement, si vous lisez l'histoire de Yesuda Ma'ala, il y a marqué dans l'encadré à gauche qu'en 1872, Rabbi Yaakov Chai Abo, un juif d'origine algérienne, qui est venu d'Algérie. Il s'est installé à Tzfat, il a acheté des terrains et il a créé un village, et à Moshaba, qui s'appelle Memarom. Il a créé un village agricole où il y a des juifs de Tzfat qui s'installent et ils appellent ça Memarom. Plus tard, ils vont vendre des terrains juste à côté de Yesudamala et Memarom est intégré dans Yesudamala. Mais si vous lisez l'histoire de Yesudamala, on vous dit au passage qu'il y a eu quelque chose même à Rome, mais il faut le chercher parce que si on commence Yesudamala, il est marqué que c'est une Moshaba créée en 83. Il faut aller dans la suite pour voir que, en fait, ça a été créé par des gens de Tzfat 40 ans avant. Non, 50 ans avant. 1872. Euh, oui, alors ça, donc c'était créé avant. Donc, de nouveau, les gens de Tzfat ont créé un village et le dernier village dont je voulais parler, créé par les gens de Tzfat, c'est une moshava qui s'appelle Bnei Yehuda, qui est sur le Golan, le plateau du Golan. Ils achètent des terrains dans un village qui s'appelle Bir Hashagoum. Et là-bas, ils construisent un village qui s'appelle Ben Yehuda, pardon, Bnei Yehuda, c'est le nom de leur organisation. Comme les instances en Europe, les Chovetzion, ne les soutiennent pas parce que les Chovetzion soutiennent les Juifs qui viennent d'Europe, donc ils vont se tourner vers un non-juif, Laurence Oliphant, qui va les aider. Le problème, c'est que juste après qu'ils aient acheté les terrains, ils ont besoin d'aide pour construire les maisons et développer l'agriculture. Et là, Laurence Oliphant décède et ils n'ont plus de source d'argent. Ils ont utilisé le maigre pécule qu'ils avaient, ils n'ont plus d'argent. Et alors, ils vont se tourner vers les Chovetzion, vers les mouvements de Chovetzion en Europe qui financent, avant que Rothschild commence à prendre le contrôle des Moshavot, c'était les Chovetzion qui aident. Regardez ce qu'ils disent aux Chovetzion, ils leur écrivent une lettre. Anachnu Balei Aguda, nous les membres de l'organisation Bnei Yehuda, nous voulons vivre du produit de notre labeur en travaillant la terre d'Eretz Israël, la terre sainte. Nous connaissons la langue du pays, l'arabe. Nous connaissons le pays. Nous savons vivre avec nos voisins arabes en bonne intelligence et même avec les Bédouins. Nous connaissons les qualités, nous connaissons la façon de vivre en Israël. Nous connaissons les dirigeants. Nous n'avons pas besoin de traducteurs, nous n'avons pas besoin de professeurs, nous n'avons pas besoin de directeurs. Tout ça, quand vous créez des villages, vous dépensez un tas d'argent pour des traducteurs, des intermédiaires, des profs, etc. Nous, on se débrouille. On habite déjà ici, on a tout. On a juste besoin d'un petit peu d'argent pour développer les premiers terrains.
Et si vous comprenez que si nous nous installons, nous, ça vous coûtera très peu d'argent, et ça fera un départ auquel pourront se joindre des juifs de Chutzlaretz. Mais le Chovetson veut dire, ah non, nous on a ramené de l'argent dans des communautés d'Europe de l'Est pour financer des juifs de l'Europe de l'Est. On n'est pas là pour financer ces juifs qui sont en Israël depuis déjà 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, c'est pas notre problème. Et donc, finalement, ce village aussi va péricliter parce qu'ils n'ont aucun soutien. Le Chovetzion et plus tard Rothschild n'aideront pas ces villages créés par les gens de Tzfat. Mais ils ont été très présents, ils ont développé, on a déjà dit maintenant, Géoni, même à Rome et Bnei Yehuda. Alors, j'ai dit qu'ils savaient l'arabe. Ben oui, ils savent l'arabe, ils parlent l'arabe. Si à Jérusalem, la langue numéro un, c'est le ladino pour les juifs d'origine séfarade et le yiddish pour les juifs d'origine d'Europe de l'Est, euh, à Tzfat, on parle le yiddish palestinien. Ah oui, c'est comme ça, c'est un chercheur qui s'appelle Mordechai Kosover qui appelle ça le yiddish palestinien, dans lequel vous trouvez des mots comme balates. Ben, je pense que tout celui qui a un appartement en Israël sait ce que sont les balatot, c'est les carreaux du carrelage du sol. Alors, c'est devenu en yiddish des balates. Zbalnik, zabla, en arabe, c'est des détritus. Alors, zbalnik, c'est l'éboueur qui ramène, qui nettoie le nettoyeur de la rue, ou l'éboueur, c'est le zbalnik. Euh, faire son kef, hein. Faire son kef, c'est devenu du français aujourd'hui, mais c'est devenu du yiddish. J'ai fait, j'ai fait mon kef. Donc, ces gens-là ont intégré l'arabe dans le yiddish, et je trouve ça formidable parce que une des caractéristiques du Palmar, après, qui va se dire Eretz Israéli, on est Eretz Israéli, donc on est de Sabres, donc on parle l'arabe. Et donc, dans le slang du Palmar, il y aura plein de mots à Jam'a, les copains, au Jabel pour une colline à grimper, ou Djoura pour l'évacuation des eaux usées. Alors, le Palmach a voulu mettre ça, ces mots arabes, dans l'hébreu moderne, ça faisait plus classe. Ben, ils n'ont pas inventé ça. Déjà, les Juifs de Tzfat, qui sont profondément imbriqués dans la vie de Tzfat, et je dis, c'est les premiers sabres, ils font l'agriculture, ils parlent l'arabe, et il ne nous reste plus qu'à montrer qu'ils sont aussi présents dans la défense. Et ben voilà, on y arrive. Et ils sont présents dans la défense. Et là, on a un récit d'un voyageur, Masot Achacham Ha'abir, Rabbi Avraham, Rabbi Israël Rosanis, qui se promène en Eretz Israël et qui raconte que à Tzfat, il y a un temps de juifs, Verubam Chazakim Babir Elev, la plupart sont très courageux, Ashanatnu Chatitam Eretz Yoshve Haaretz, et les Arabes ont peur d'eux, j'ai jamais vu ça. Certains s'habillent comme des Arabes pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et comme ça, quand ils sont sur les routes, ils sont habillés comme les Arabes. Et beaucoup d'entre eux ont des armes à la maison. Et très intéressant, je me suis promené à Sfat et je n'ai vu aucune fenêtre avec des grillages, bien qu'ils habitent en bordure de la ville, mais ils ne protègent pas leurs fenêtres parce qu'ils sont confiants dans leur vaillance. Et là, vous voyez, donc, ça, ce sont des soldats du Hashomer. Mais j'ai pas de photo des Juifs de Tzfat, c'était encore 40 ans avant, il n'y avait pas tellement de photos à l'époque, mais vous pouvez imaginer, ce ne sont pas des soldats du Hashomer, mais des soldats juifs de Tzfat, habillés en arabe, avec des épées et qui se battent. Et donc, Rabbi Abraham Israël Rosanes c'est incrédule quand il voit ces juifs forts, courageux, armés, habillés comme des Arabes, et qui n'ont pas peur et qui ne mettent pas des barreaux aux fenêtres. Euh, En 1888, il y aura des massacres à Tzfat. Et alors, on décide de créer une milice d'autodéfense. Et on va faire des patrouilles toutes les nuits. Donc, la communauté de Tzfat s'organise et chacun doit donner 4 nuits de garde par an. Et s'il ne veut pas, il doit payer pour qu'on puisse alors payer des gardiens payés. Alors, ou vous faites 4 jours de garde par an, ou vous faites payer. De nouveau, c'est l'armée et les Milouim. C'est déjà inventé à Tzfat au 19e siècle. Et même le consul anglais de Jérusalem, James Fine, qui se promène à Tzfat, va dire Yoshvet Tzfat, Galil Sugacher. Les juifs de Tzfat en Galilée, c'est une autre sorte de juifs. Ils savent se défendre,
Il y a une fois eu là-bas des Arabes qui ont attaqué des maisons juives pour voler, et c'est pas la seule chose, la seule fois, et ils se sont défendus et ils sont incroyables par rapport aux autres juifs des autres pays de Israël. Donc, on a des témoignages de la bravoure et l'organisation en autodéfense de ces juifs de Tzfat, encore bien avant toutes ces organisations dont on a parlé, du Hashomer, Bar Giora, etc. Euh, Là, on a un récit de Chaim Chessin qui se promène en Eretz Israël et qui dit, je vais vous le traduire, un, un touriste qui a un œil critique voit tout de suite la différence entre un juif de Tzfat et un juif de Jérusalem. À la première vue, même chose. Ils sont habillés de la même façon, ils ont l'air très ascètes, des grandes péotes, les mêmes chaussures, les mêmes chaussettes blanches, le même chapeau sur la tête en jour de semaine et le Streimel Shabbat. Mais attention, si vous voyez un juif de Tzfat en dehors de sa ville, quand il est en train de conduire des voyageurs ou quand il est en train de faire du commerce dans un village, alors tu vas dire, quoi, ce cavalier qui est sur son cheval, qui est tellement bronzé, qui est habillé comme un bédouin, qui chante des chansons de berger arabe avec toutes les intonations arabes, gutturales. Quoi, c'est un juif de Tzfat qui se nourrit de la chalouka. Au début, j'étais toujours stupéfait et je ne pouvais pas comprendre d'où était sorti ce juif qui est tellement doué pour monter à cheval et se servir des arbres. Le juif de Tzfat parle arabe comme un arabe de naissance. Le juif de Tzfat cherche à travailler. Avoda, avoda, zot akria. C'est partout on entend du travail, on veut travailler. Alors de nouveau, la photo n'est pas des juifs de Tzfat, elle est du Hashomer, mais c'est la même histoire. C'est ces juifs de Tzfat qui sont à cheval, habillés comme des bédouins, et Chaim Chissin qui se promène au XIXe siècle nous raconte c'est comme ça qu'il voit les juifs de Tzfat et qu'il ne comprend pas quel est ce nouveau type de juif qu'il voit devant lui. Je ne peux pas finir de parler de Tzfat sans juste rappeler le Rav de Tzfat, le grand rabbin de Tzfat pendant 40 ans à cette époque-là, le Rav Yom Tov Leipman Heller, qui est un petit-fils du Tosfot Yom Tov, un arrière et un petit-fils du Tosfot Yom Tov. Et aujourd'hui, il y a un livre qui a été écrit sur lui, Bnei Eretz Israël, qui était, donc c'est un Rav qui a eu une très très grande influence sur cette façon juive moderne de vivre à Tzfat, de travailler, de faire de l'agriculture, de parler l'arabe, de se battre. Et donc voilà, on a peut-être que le Palmach n'était pas les premiers sabreux en Eretz Israël, mais qu'on a oublié les sabreux du Yishuv Hayashan au 19e siècle. Je termine cette conférence, bien sûr, d'abord, Behalel Hashem, Ran Zvili, Hashem Yikom Damo, nous a été restitué, malheureusement pas en vie, mais avec lui, tous les otages, vivants ou non, sont rentrés à la maison. Et à gauche, dans cette photo, puisque maintenant le prochain problème, c'est le budget de l'État qui est soumis aux pressions à cause de la loi de conscription, de non-conscription des Haredim. Alors on aimerait plus voir comme ça des Haredim qui se promènent à Jérusalem, l'arme sur l'épaule. Voilà, j'ai fini cette conférence et vous pouvez ouvrir des micros pour commenter, poser des questions. Euh, voilà. Todara Bariel. C'est passionnant. Dire un grand merci. Magia lecha. Toda rabba. Merci énormément parce que vous remettez beaucoup de choses à leur place. Ouais, enfin, Ouais. c'est ça, il faut se rappeler que l'État d'Israël a été pendant pas mal d'années géré par des gens qui étaient venus de Russie, C'est qu'ils ça. avaient dû fuir parce qu'ils avaient essayé de faire le communisme là-bas. Ils nous ont amené le communisme ici. Alors, avec tout ce qu'ils ont appris des communistes, comment réécrire l'histoire. Attention, je viens pas pour minimiser leur rôle. Ils ont fait des choses très importantes pour créer l'État d'Israël, etc. Mais ils ont un petit peu effacé tous les autres. Et Non, mais façon russe, il n'y a que nous et tout le reste n'existe pas. ils ont fait beaucoup de négationnisme par rapport à leurs précédents, disons. C'est ça. Alors voilà, il faut remettre. Je dis, moi je vous conseille ce journal, j'arrive pas à le mettre sur l'écran. Enfin, ce goût-là, qui est un magazine historique, qui a des articles très très intéressants, et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette Voilà. conférence.
Chazak. Il y a d'ailleurs une version anglaise de ce goût-là. On peut acheter ce goût-là en hébreu. Ceux qui ne lisent pas l'hébreu peuvent lire ce goût-là en anglais. Merci beaucoup. Il nous reste plus qu'à commencer à apprendre l'arabe. Non, mais le temps qu'on s'y mette, il y aura plus d'arabe ici. Ouais. On a On annoncé va qu'on faire- allait commencer à s'occuper de ceux de Gaza. Après, on s'occupera des autres. Mamash T'as pas Toda besoin, Rabba. t'as pas besoin d'apprendre l'arabe, Myriam. Mais c'est pas le même, non, non, c'est pas Non, c'est pas le même. l'arabe de ma petite ville de Constantine. Non. Et l'autre d'Avar, אני צריכה ללמוד. Ça fait plaisir de te voir que tu vas mieux et Baruch Hashem. תודה. כל טוב לכולם. Ok. Tout. Alors, bonsoir à tout le monde. Shalom, תודה shalom. רבה. Merci Ariel. Le lion est magnifique. להתראות, דניאל. Salut Myriam. Porte-toi bien. תודה גם את.